Alors, bien sûr, la vidéoconférence, elle peut être dramatique, elle peut être une terrible défaillance dans un monde judiciaire, par exemple, où, parce qu'elle apparaît comme le succédané d'une confrontation physique et intellectuelle qu'on n'a plus le courage de mener ou que techniquement on croit qu'on ne peut plus assurer. Mais évidemment, si une visioconférence dans un système caricatural conduisait un avocat général à devoir requérir, en ayant sa salle, son auditoire au diable Vauvert, il demeurerait peut-être capable d'avoir une oralité exemplaire et convaincante, mais il lui manquerait tout de même la chaleur du lien avec des gens dont les visages sont fondamentaux dans l'argumentation qu'il développe dans une oralité libre et spontanée. Moi, je crois que la visioconférence, même si je comprends bien parfois les nécessités qu'il impose, si on continue à la cultiver comme on semble faire, peut être une dévastation absolue pour ce que j'appellerais la justice des visages et des corps et des intelligences au bénéfice d'une bureaucratie qui, déjà considérable, risquerait de s'amplifier et de faire perdre profondément le noyau de la justice qui est tout de même la confrontation, la compréhension d'être corps à corps, esprit à esprit, et c'est la justice, quoi. La visioconférence, elle est parfois obligatoire, mais je dirais qu'il ne faut pas en abuser, sauf si on veut faire de la justice un cadavre, cette fois-ci, même plus en suspens, mais réel. Donc étendre les possibilités de visioconférence aux avocats, l'une des propositions du rapport rendu récemment par l'Institut Montaigne, vous semble être une folie? Ce serait une catastrophe. Et j'ose croire que le barreau qui se mobilise parfois pour tout et n'importe quoi, là sera vent debout contre une telle opportunité. Parce que d'ailleurs, je ne vois pas comment ça pourrait être mis en œuvre. Ça voudrait dire quoi? L'avocat poserait des questions loin aux témoins ou il plaiderait dans le cadre d'une visioconférence? C'est complètement absurde. Il y a des paroles qui sont consubstantielles aux fonctions qui les prennent et qui les articulent, qui ne peuvent pas permettre la visioconférence. J'entends bien que parfois, et c'est le drame d'aujourd'hui, on ne réfléchit pas aux évolutions par rapport aux principes fondamentaux qui devraient les inspirer, mais par rapport à des contraintes objectives par lesquelles on se laisse totalement dépasser avec une sorte de volupté qui est d'autant plus redoutable qu'elle justifie toutes nos impuissances. Sûrement, mais en même temps, j'ai tout veillé dans ma vie judiciaire antérieure à ne jamais considérer que la plaignante, les parties civiles, étaient victimes avant même que l'audience l'ait démontré. De sorte que j'ai dans la tête des moments où, avec politesse j'espère, mais presque rudesse, je questionnais par exemple les plaignantes en matière de viol pour savoir si véritablement on n'était pas confronté à un risque de mensonge. Mais il était, et c'est fondamental, je crois tout de même que faire s'absenter du débat judiciaire, même si je comprends la réduction de leur angoisse et de leur douleur, serait un grave préjudice pour la justice telle que je le conçois. J'ai dans la tête des plaignantes qui, entendues par un tribunal, par une cour d'assises, évidemment, par leurs larmes, leur sincérité, établissait le plus redoutable des réquisitoires une fois qu'on avait compris qu'elle disait la vérité. Imaginons tout ce que la visioconférence ferait perdre à l'administration de la justice, même si elle est susceptible de faire gagner un peu, si j'ose dire, un peu moins d'angoisse aux victimes. Je crois que là aussi, il n'y a pas de raison de les faire échapper, aussi douloureuse que soit leur situation, à cette confrontation bienfaisante des
des visages et des questions qui se traduisent par 1000 réactions, celle de la parole, celle du corps, celle du visage, celle de l'émotion.